Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous pour ce début d'après-midi, pour ce beau festival et cette première conférence de l'après-midi. On va interroger une notion un peu fourre-tout, un peu à la mode, qui est celle des nouveaux imaginaires. Et on va essayer de voir comment on peut arriver à un truc un peu plus concret, à savoir les nouveaux réels. Et donc, pour faire ça, on va s'entourer d'artistes, d'entreprises, de militants, d'activistes. Et c'est pour ça que je suis entourée de formidables personnes qui ont plein de choses à dire aujourd'hui. Sarah Valente, du coup, vous êtes artiste. Bonjour. Bruno Fraissinet, donc vous êtes directeur artistique du projet La Transplanisphère. Vous nous raconterez tout à l'heure ce que ça implique. Il y a Alma Gavazi à ma droite, qui est chef de projet Spark News, qui travaille notamment sur l'industrie de l'audiovisuel. Antoine Poincaré, qui est directeur de la AXA Climate School, et Fanny Bénard, qui est ambassadrice de l'opération Milliard. Et donc pareil, ça tu nous raconteras un peu plus ce que ça implique. Je vais commencer par me présenter très rapidement. Donc moi je suis la fondatrice d'un média qui s'appelle Climax, qui est ici. Petit instant promo, c'est un média qui raconte la révolution climatique de manière, on va dire, un peu énervée, mais aussi enthousiaste. Et donc, on existe sous format papier et aussi en ligne. Et on essaye, nous aussi, d'éclairer des voies de passage, de tracer des horizons qui soient plutôt désirables et de montrer que l'écologie, c'est pas un truc de mangeur de toffee et que ça peut être aussi cool et enthousiasmant. Je vais commencer droit dans le dur et vous demandez comment, du coup, on peut faire pour passer des nouveaux imaginaires au nouveau réel et quel rôle est-ce que les artistes peuvent jouer. Et je vais commencer par toi, Sarah, parce que toi, tu travailles très concrètement sur ce projet, notamment sur les forêts dans tes œuvres d'art. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais et puis ta vision de ce passage entre imaginaire et puis réel? Oui, alors bonjour à tous. Du coup, moi je suis artiste plasticienne et c'est vrai que depuis quelques années, j'ai centré ma pratique sur la thématique de la forêt. Et au cours d'un voyage que j'ai fait, qui était un peu le rêve de ma vie que d'aller voir une forêt primaire qui est l'Amazonie, quand je suis arrivée dans cette forêt, j'ai eu un moment où en fait je me suis mise à pleurer, à fondre en larmes. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais été vraiment bouleversée par la vision que j'avais eue de cette forêt très très ancienne, en fait, avec ce sentiment de remonter le temps et cette sensation de pénétrer dans un endroit où les hommes n'avaient pas encore commis de destruction, enfin, en tout cas dans la partie dans laquelle moi j'étais. Et à la suite de ça, je me suis dit que, un peu en partant dans ce principe où on dit il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas faire à soi-même, et je me suis dit j'ai envie de faire aux autres ce qui m'a fait du bien à moi. Et c'est-à-dire que là, j'ai compris que finalement, le sensible, quand moi j'ai eu cette sensation et cette expérience, ça m'a poussé en fait à avoir envie de partager cet amour de la forêt et de sensibiliser les gens à travers l'émotion. Donc à ce moment-là, je me suis dit comment faire, et finalement, l'art est une porte d'entrée, je pense, vraiment extraordinaire vers la sensibilité, le cœur et l'esprit des gens. Et donc, j'ai lancé ce projet qui s'appelle Green Line Foundation. Et nous, notre objectif, c'est à la fois de sensibiliser le public à la cause de la forêt et aussi de lever des fonds pour mener des actions de terrain concrètes sur la thématique de la forêt. Donc, du coup, par exemple, on a été contacté l'année dernière par une association à Jusan pour une forêt de 20 hectares qui allait être rasée, dont 1 hectare avait déjà été rasé illégalement. Ils souhaitaient donc créer une mobilisation forte pour faire changer d'avis le maire de Jusan et pouvoir protéger ces 20 hectares de forêt sauvage. Et donc, nous, on est arrivé avec plusieurs artistes, et notamment le collectif de danse Minuit 12, qui a imaginé une performance dans cette forêt pour mobiliser les citoyens. Donc, en fait, elles ont créé un spectacle qui a été joué dans la forêt, dans lequel on a invité toutes les personnes qui étaient présentes et tous les citoyens aux alentours à participer. Donc, en fait, c'est devenu comme une grande performance, avec ces tissus où tout le monde a pu participer. Et finalement, ça a créé un moment très convivial dans la forêt et beaucoup de citoyens sont venus. Beaucoup de citoyens, du coup, se sont impliqués dans l'association, ont écrit ensuite à la mairie
Et finalement, cette forêt de 20 hectares a réussi à être protégée et ne sera pas rasée ni détruite. Donc ça, c'est un exemple concret dans le sens où je pense que l'art aujourd'hui, même si c'est pas la solution miracle à tout, mais en tout cas, ça peut être le vecteur pour moi entre l'idée et la concrétisation des choses dans le réel. Donc pour moi, l'art, il a ce rôle à jouer aujourd'hui, qui est vraiment d'être ce vecteur, de trouver des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, et ensuite de les inscrire dans la réalité et de faire le lien entre aussi les citoyens et les combats qu'on a tous envie de mener aujourd'hui. Voilà. Donc, Et tu racontes justement que cette mobilisation d'artistes pour protéger et sauver les forêts, elle remonte finalement parce qu'elle est ancrée historiquement. Tu parlais de la forêt de Barbizon. Est-ce que tu peux raconter rapidement parce que c'est quand même une super histoire. Bien sûr. Du coup, voilà, c'est vrai que nous, à Greenland, on cite souvent cette histoire des peintres de Barbizon en disant qu'on a envie de s'inscrire dans cet héritage. L'histoire des peintres de Barbizon, elle est assez extraordinaire parce que donc ça s'est passé autour des années 1840. À l'époque, les artistes commençaient déjà à fuir la ville pour aller peindre dans la forêt et avaient trouvé refuge à Fontainebleau et notamment dans la partie de Barbizon. Et en fait, à cette époque-là, on a commencé à couper les arbres centenaires qui ne rapportaient rien pour planter des pins. Et finalement, les artistes, sous l'égide d'un peintre qui s'appelle Théodore Rousseau, se sont mobilisés et ont commencé à arracher les pins qui étaient plantés. Il y avait d'ailleurs tout un programme à l'époque qui s'appelait Pain pour pain. Donc c'était pain PAIN comme le pain à manger et pain comme l'arbre planté. Et quand on arrachait des plants de pin, la nuit, on allait dans les tavernes et quand on présentait les plants de pin, on pouvait manger et boire gratuitement. Donc en fait, toute cette mobilisation d'artistes qui a commencé à se révolter contre cette exploitation de la forêt de Fontainebleau est devenue une mobilisation aussi citoyenne parce que du coup, voilà, toutes les personnes qui vivaient dans ces villages se sont mobilisées. Et puis après, d'autres personnes, des commissaires d'exposition, des galeristes, des écrivains comme Victor Hugo, George Sand aussi se sont mobilisés pour cette forêt. Et finalement, ils ont réussi à obtenir un décret impérial à l'époque pour protéger la forêt de Barbizon, qui est devenue la première réserve naturelle au monde. C'est-à-dire qu'avant ça, il n'y avait pas eu de zone naturelle protégée, officiellement en tout cas. Et du coup, c'est une belle histoire que moi j'aime bien raconter parce que voilà, c'est la preuve que finalement, les artistes peuvent lancer des mobilisations qui peuvent ensuite prendre de l'ampleur et toucher aussi d'autres personnes qui ne sont pas que les artistes, mais qui peuvent être des personnes de tous les milieux et de tous les horizons, et avoir finalement un impact concret. Donc cette histoire, elle est très jolie, et je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on arrive à reproduire cette histoire un maximum et dans différents territoires. Donc voilà, et donc nous c'est ça qu'on va faire aussi. Enfin là qu'on lance avec Greenline cette année, on lance un programme qui s'appelle Faire Forêt. Et le premier se passe dans le Morvan, s'appelle Faire Forêt dans le Morvan. Et ça, je pourrais vous en parler un petit peu après si on a le temps. Où là, l'idée, c'est vraiment d'inviter les artistes, et qui souhaitent d'ailleurs, à prendre part dans des groupements forestiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec 100 euros, 200 euros, vous pouvez prendre part dans des groupements forestiers qui s'occupent, eux, de racheter des forêts menacées, de les exploiter correctement. Et en fait, je pense que c'est aussi important, finalement, aujourd'hui, d'être dans une espèce de responsabilité individuelle, c'est-à-dire que je trouve que c'est extraordinaire de financer des programmes et de donner de l'argent pour des associations, et il faut absolument le faire. Mais ce que j'aime bien aussi dans ce projet, c'est de dire finalement, voilà, c'est de l'argent qu'on investit personnellement dans des choses qui nous tiennent à cœur, et en fait après on en devient aussi responsable, et cette part de groupement forestier, on la garde toute sa vie, on peut la transmettre à ses enfants, et donc là c'est un programme qu'on lance pour que les artistes finalement eux-mêmes deviennent sociétaires de ces groupements forestiers, et aussi essayer d'embarquer du coup un maximum de personnes avec nous à travers une sensibilisation artistique qu'on fera à différents endroits et différentes échelles. Voilà. Super. Cette histoire de Barbizon, moi ça me rappelle l'histoire de John Muir. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un aventurier américain qui en 1903 en fait a décidé d'emmener en camping Theodore Roosevelt qui était président. Et en fait, il s'est dit qu'il allait faire jouer l'émerveillement pour le pousser à protéger les espaces naturels américains. Et donc, il l'a amené camper à Yosemite pendant 3 jours et 3 nuits.
Et Roosevelt en est ressorti bouleversé. Il s'est dit ah merde, quand même, il faut quand même qu'on protège ça, c'est quand même super beau. Et après, il a créé les parcs nationaux aux États-Unis. Donc c'est comme ça qu'on a Yosemite aujourd'hui, qui a touché tous les grands parcs américains. Donc c'était pas un artiste, mais bon, il a joué un peu sur les mêmes cordes. Bruno, toi aussi, tu essayes de jouer sur ces cordes-là. Comment tu fais pour mobiliser les artistes aussi et essayer de trouver des pistes d'action concrètes pour pousser à agir? Merci. Alors d'abord, je dois vraiment dire que je suis assez récent dans l'implication sur la transition écologique, donc je peux absolument pas prétendre être quelqu'un qui travaille sur ces sujets-là depuis des années et des années. Avec ma compagnie de théâtre, au départ, on travaillait surtout sur des sujets politiques. Alors, la transition, c'est éminemment politique, bien sûr, mais sur d'autres sujets politiques. Et en fait, on est rentré dans la logique de... On n'a pas de slide, en fait, désolé. Mais oui, comme vous voulez. En fait, c'est l'Europe, c'est l'Union européenne, en fait, qui, à un moment donné, nous a attirés pour développer des projets de coopération. Je ne sais pas très bien si vous savez en fait en quoi ça consiste les projets de coopération. Peut-être que vous l'avez vu dans le domaine scientifique ou dans le domaine universitaire parce que c'est plus connu, mais ça existe également dans le domaine culturel et artistique. Et donc on a pu faire, grâce au programme européen qui encourage les artistes à travailler ensemble, on a pu, avec un certain nombre d'équipes en Europe, dans d'autres pays, des compagnies artistiques comme la mienne ou bien des théâtres ou parfois des ONG, on a pu commencer à développer des projets européens qui questionnent des sujets politiques. Et on a travaillé sur la crise financière, on a travaillé sur la corruption, on a travaillé sur des sujets vraiment intéressants, sur l'identité européenne, le truc casse-gueule par excellence. Et c'est que finalement, ça fait pas rêver, dit comme ça. Finalement, en fait, on se rendait compte que tout le monde était préoccupé par les enjeux de transition, mais que quelque part, on était dans un évitement parce on avait l'impression, on avait le sentiment que ça allait nous bloquer. Parce que faire des projets européens, notamment, c'est circuler. Et la circulation, tous les enjeux de mobilité, c'est très contraire justement à la soutenabilité la plupart du temps, sauf si c'est bien fait. Mais pour le faire bien, ça nécessite d'apprendre. Et donc finalement, pour arriver à se motiver et à sortir dans notre consortium de partenaires européens, pour arriver à sortir de la procrastination, on s'est dit qu'on allait faire de cet enjeu de transition un projet. Parce que ça, on sait faire, et ça nous excite. Et donc, on s'est engagé ensemble, il y a 3 ans, dans un projet qui s'appelle le Cake, comme un gâteau. On a essayé aussi de lui donner un nom attirant, parce que ça nous permettait aussi d'avoir envie d'en parler et de le partager. Mais Cake, ça veut aussi dire Common Art Knowledge Europe, donc le commun, l'art, la connaissance et l'Europe. Et l'Union européenne adore les acronymes, donc on joue ce jeu-là, et on essaie juste de trouver des acronymes qui fonctionnent. Et avec ce projet, on s'est dit, on va devenir des étudiants, c'est-à-dire qu'on va plancher sur les référentiels qui existent aujourd'hui, qui nous permettraient de mieux comprendre comment, à notre niveau, on peut entrer en transition dans notre métier, pas dans notre vie de citoyen, dans notre métier de porteur de projets culturels. On a notamment abordé le Green Deal, qui est un gros paquet d'informations et de ressources européennes. Bien sûr, on a abordé le GIEC, on a abordé les ODD, donc la démarche globale de l'ONU. Et puis, on s'est aussi intéressé à un concept un peu nébuleux européen qui s'appelle le New Bauhaus, qui est un concept sur le lien entre soutenabilité et esthétique, et aussi inclusion. Voilà, je vous balance un peu des trucs comme ça. Si ça vous intéresse, il y a un site, lecake.eu, qui vous en dit plus. En tout cas, nous, on est rentré dans cette logique-là de s'approprier ces sujets-là pour se dire, OK, si on est mieux armé, si on comprend mieux de quoi on parle, on pourra nous-mêmes, quelque part, d'abord changer notre logiciel, notre façon de voir, mais on pourra aussi le raconter, on pourra aussi, derrière, le transmettre. Voilà. On s'est associé à un think tank français qui s'appelle le Shift Project. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Un certain monsieur Jean Covici fait beaucoup parler de lui sur les plateaux télé. Le Shift, ils ont fait un découpage de tous les grands sujets de l'économie française et ils l'ont creusé pour en tirer des rapports et des préconisations. Et chance pour nous, ils ont travaillé sur la culture.
Et donc, il y a 3 ans, ils ont sorti un gros rapport sur comment décarboner la culture. Et donc, on leur a proposé, comme les autres partenaires artistiques, de rentrer dans ce consortium européen du Cake. Et tous ensemble, donc, on fait un parcours de 2 ans qui se termine dans quelques semaines en Allemagne, à Gelsenkirchen, il y a un théâtre là-bas, le Consol-Théâtre, qui est le théâtre de la jeunesse pour la ville, qui est partenaire du projet. Et donc, dans ce parcours, on a appris des choses. On a aussi regardé un peu les nouveaux modèles, c'est-à-dire comment dans d'autres secteurs de la culture, éducation au sens large, comment on travaille sur cette transition. Par exemple, dans les Fab Labs, dans tous ces tiers-lieux qui cherchent des nouveaux modèles. Voilà, comment on adopte des nouvelles manières de penser qui pourraient être intéressantes pour nous. Et là, on arrive à un stade où on commence à être bien chargé. On va faire un festival donc à Gelsenkirchen où on va commencer à produire des œuvres artistiques qui parlent de ça, qui parlent de ces enjeux de transition, mais qui essaient de les raconter, qui essaient de les rendre excitants pour une communauté d'une ville, voilà, les familles, mais aussi les politiques, enfin, tous les gens qui sont dans les sphères qui peuvent aussi contribuer à une transformation. Et puis, comme on est rentré dans une sorte de mouvement, là, on se projette dans des spin-offs du Cake. Donc, il va y avoir d'autres gâteaux qui vont sortir. Et notamment un qui nous intéresse beaucoup, dont on a parlé ici, qui est la question de comment en fait associer des artistes avec des municipalités, avec des écoles, avec des ONG, comment se mettre tous ensemble en mode projet pour imaginer des idées, des projets culturels qui soient dans une démarche soutenable. Et plutôt que d'absorber des informations, plutôt que de lire ou de voir des documentaires qui nous assomment, comment est-ce que nous, on peut rentrer dans l'action ? Parce que là, je dis une dernière chose, parce que je pense que je commence à être long. Une des choses que nous a appris ce projet, c'est que on aura beau faire tout ce qu'on veut au niveau de nos projets, de nos spectacles et tout ça, on aura finalement très peu d'influence. La seule chose qui peut essayer de faire changer notre situation aujourd'hui, c'est une action systémique. Donc c'est un mot un peu qui fait peur, mais donc tout le monde, un systémique, ça veut dire que tout le système se met en action et que c'est pas en ordre dispersé qu'on tente des choses, parce que finalement ça n'aboutit absolument à rien. Et donc, alors à notre échelle, le système, c'est les acteurs avec qui on travaille au quotidien, c'est d'autres structures artistiques, c'est les décideurs politiques, c'est les universités, les écoles, les ONG. Comment est-ce qu'on peut ensemble travailler et mettre au point un mode d'action qui nous permette de créer des projets culturels pour demain qui soient soutenables. Et en faisant ça, à la fois, on pourra donner une sorte d'exemple de comment un groupe de personnes un peu hétéroclites se rassemblent pour mener ensemble une démarche. Et puis on espère aussi qu'on arrivera aussi à créer des œuvres et des récits qui donnent envie de faire cette transition. Donc c'est dans 2 semaines la représentation, c'est ça ? Alors à Gelsenkirchen, c'est ça. En Allemagne, voilà. Vous le savez, même moins une semaine. Enfin, c'est le week-end prochain. Voilà, c'est le week-end prochain à Gelsenkirchen. Si vous voulez venir, bien sûr, c'est 500 km et on peut y aller en train. Fantastique. Du coup, on a vu le théâtre, la photographie, et il y a un autre exemple autour de cette table qui est assez intéressant, qui est celui de la pop culture. Et du coup, toi, Alma, tu as justement un angle d'attaque qui est un peu à cheval entre le milieu artistique et le milieu de l'entreprise, et tu vas finalement essayer de gratter ce milieu de l'audiovisuel qui a un fort impact, parce qu'on parle de jeux vidéo, de cinéma, etc. Et donc, du coup, tu essayes de changer les récits directement au cœur du réacteur. Comment tu fais ? Absolument. Pour reboucler sur ce que disaient Bruno et Sarah, effectivement, nous, on croit que les artistes et les professionnels de la culture sont des créateurs de récits par excellence. Et donc, on est tellement convaincus de ce pouvoir qu'on a créé 2 programmes. Le premier, c'est la Fabrique des récits. C'est un mouvement de plus de 2200 artistes et professionnels de la culture, tout univers artistique confondu, que nous sensibilisons à des thématiques sociales et environnementales pour que ça puisse irriguer leur créativité, les inspirer. Et le deuxième programme sur lequel je vais me concentrer aujourd'hui, c'est l'écran d'après, c'est-à-dire un focus sur les industries culturelles et créatives et les professionnels dans ces industries, donc l'audiovisuel et le jeu vidéo. Donc les films, les séries, les jeux vidéo, on le sait, ont un impact massif en termes de nombre de personnes que ça touche. On est à 37 millions côté cinéma par an en France, et on est à 39 millions de joueurs-joueuses côté jeux vidéo.
Donc rien que ça, donc c'est nous en fait, finalement. Et cet impact, il n'est pas seulement dans les personnes que ça touche, il est aussi au niveau culturel, puisque plus que des histoires qui sont portées sur les écrans, c'est des récits. C'est des moments de lien entre plein de personnes différentes qui vont aller voir ces histoires portées sur les écrans, mais c'est aussi des moments qui vont façonner les imaginaires, c'est-à-dire nos façons de nous penser, d'interagir, d'agir tout simplement, grâce notamment à l'émotion que ça peut générer. Et donc, ça, c'est très collectif et c'est nos références culturelles. Donc, pour donner 3 exemples rapides, vous en avez déjà un à l'écran que vous connaissez sans doute, c'est l'impact que le film Les Dents de la Mer a eu sur les requins, notamment donc, un imaginaire assez négatif, terrifiant, de peur, de répulsion, qui fait qu'aujourd'hui, on a un commerce énorme, intensif des ailerons de requins. Et Spielberg lui-même reconnaît que ce film a eu un énorme impact et il le regrette. Donc ça, c'est très intéressant. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Un deuxième exemple que vous connaissez aussi peut-être, c'est la série 24. En fait, aux États-Unis, dans les années 2000, à heure de grande audience, on a une série télévisée qui met en scène pour la première fois à l'écran un président des États-Unis qui est noir. Et ça, c'est la première fois que ça arrive aux écrans, sur les écrans de télévision. Et ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est que 8 ans après, on a l'élection de Barack Obama. En fait, il y a des chercheurs qui ont établi une corrélation entre cette série, le fait que ce président soit une icône culturelle et qu'il soit très apprécié des Américains, et le fait que c'est créé un précédent dans l'imaginaire de se dire, mais en fait, c'est possible, c'est une option qui est légitime, crédible. Et donc, 8 ans après, alors c'est pas le seul facteur, évidemment, mais c'est un des éléments intéressants à souligner. Et puis, dernier exemple, puisqu'une vidéo vaut mieux que de longs discours, vous avez Women in Games qui a démontré de manière très simple les stéréotypes qui sont véhiculés, notamment de genre, qui sont véhiculés dans les jeux vidéo. On peut y aller. Si on peut aller à 1 minute, ce serait parfait. Elle est très longue, donc... Comment on va fêter ça? Je connais quelques pauvres musées sans défense. Ceci étant dit, je connais aussi 1 ou 2 hôtels. La nuit n'est pas encore finie. Il reste beaucoup à faire. J'aurais dû m'en douter. Tu sais comment casser l'ambiance. Ça t'arrive de prendre une nuit de repos et d'enlever ta tenue? Pas pour des nuits comme ça, Selina. C'est mon boulot. Bon. Eh bien, je vais piller 1 ou 2 galeries arrêter, d'art merci. pendant que le grand méchant bat a les mains prises. Tu ne me remercies pas. Pourquoi? C'est ton boulot. Merci. Bon, vous avez compris, ça s'appelle le gender swap, donc l'échange de genre. Et donc on comprend très simplement de quoi il s'agit. Donc, face aux enjeux environnementaux et sociaux qu'on connaît, on sait que c'est hyper important de changer de modèle, d'aller vers un modèle alternatif. Mais en fait, c'est hyper dur d'aller imaginer ce modèle alternatif si nous-mêmes, dans nos fictions, dans nos films, dans nos jeux vidéo, on n'arrive pas à se projeter, ou alors on se projette seulement vers des futurs qui sont dystopiques, avec des films de zombies, des films de catastrophes naturelles, ou encore des films où les technologies vont nous sauver, alors que ces technologies, on ne les a pas encore inventées. Ou encore la planète B. Voilà, enfin, plein de mythes qu'il faut qu'on aille réfléchir. Et donc nous, avec Spark News, on était convaincus que les industries culturelles et créatives, elles pouvaient avoir un impact positif. Et donc c'est pour ça qu'on a créé l'écran d'après. Donc l'écran d'après, qu'est-ce que c'est? Ce sont des professionnels de l'audiovisuel, du jeu vidéo, une centaine dans les 2 secteurs qu'on a mis autour de la table et qui représentaient tous les corps de métier, de la production à la distribution, en passant par la réalisation et évidemment l'écriture, côté scénaristique. Et déjà, ça, en soi, c'était un nouveau récit que de réussir à mettre toutes ces personnes autour de la table, alors qu'en soi, il y a beaucoup de structures qui pouvaient être concurrentes. Évidemment, on avait le CNC, et donc Centre national du cinéma et de l'image animée, et le SNJV, le syndicat national des jeux vidéo, des 2 côtés. Vous avez un aperçu des partenaires. Et donc, tous ces professionnels, ils étaient déterminés par la même envie, sortir du prisme documentaire pour aborder les sujets environnementaux et sociaux, et aller vers des fictions plus inclusives et plus durables, tout en trouvant leur audience, tout en continuant d'avoir des investisseurs, tout en préservant la liberté de création, parce que finalement, c'est ça le plus important.
Et du coup, comment vous faites? Est-ce que vous leur présentez les grands ordres de grandeur en leur disant OK, clac, maintenant prenez conscience de ce qui se passe et intégrez-le dans vos récits? Est-ce que vous essayez une manière un petit peu plus soft de leur dire peut-être là maintenant vous avez une checklist, faites en sorte un peu comme ce qui existe pour les femmes dans le milieu du cinéma, il faut que je sais plus comment ça s'appelle, le test de Bechdel. Un film réussit le test s'il y a au moins 2 femmes qui parlent à un moment d'autre chose ensemble que d'un homme. Et il y a très peu de films en fait qui passent ce test-là, malheureusement, enfin un peu plus aujourd'hui. Et il y a notamment maintenant un nouveau test qui s'appelle le Climate Reality Check qui essaye de faire la même chose pour le climat, de dire il faut qu'il y ait au moins un des personnages à un moment donné qui dit un truc qui fait comprendre qu'il sait que ça se passe, que c'est en train de se produire. Et ils l'ont fait passer pour les Oscars là, il n'y a pas longtemps, et il y a très peu de films qui le passent, ce test, le Climate Reality Check. Barbie, Mission Impossible, je crois. Barbie, très étrangement, Barbie passe le Climate Reality Check. Et du coup, comment vous faites? C'est quoi votre méthodologie? Est-ce que vous avez un check aussi à faire? Alors, en fait, nous, l'écran d'après, très concrètement, ça a été des workshops, des ateliers avec ces professionnels et un outil qui a émergé, qui sont les guides de l'écran d'après. Je dis les guides parce qu'il y en a plusieurs côtés audiovisuels, il y en a un côté jeu vidéo. Ils sont un peu distincts en fonction des corps de métier. Et ces guides, l'objectif, c'était d'aider les professionnels en se posant des questions ouvertes, sans bonne ou mauvaise réponse, d'aller dépasser leurs automatismes d'écriture et d'aller explorer leur créativité. Parce que oui, les professionnels de l'audiovisuel et du vidéo, ils sont comme vous et moi, ils peuvent avoir des biais, enfin voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de co-construire ce guide avec eux. Les questions ont été écrites de manière très ouverte, on a fait très attention aux mots, parce que l'objectif, c'était aussi d'aller chercher des professionnels qui n'étaient pas forcément encore convaincus. Donc vraiment de rester le plus ouvert possible et de ne pas être trop moralisateur dans nos questions, parce que notre objectif également, c'est pas de faire des fictions qui soient que écologiques, que sociales. Enfin, c'est vraiment de continuer à avoir toute la diversité de thématiques et d'intégrer des curseurs, de jouer sur des curseurs infimes qui peuvent avoir un impact positif ensuite sur le grand public. Et est-ce que du coup vous avez eu des retours de professionnels? Enfin, je sais que tu m'avais dit qu'il y avait notamment une personne de Canal+ qui s'était dit rétrospectivement ah oui c'est vrai, ce personnage peut-être qu'il n'était pas terrible. Enfin, est-ce que du coup il y a une prise de conscience où ils se rendent compte que justement ces automatismes ont joué sur des fictions qui ont joué à l'heure de grand public? Absolument, donc, parce qu'une fois qu'on a créé cet outil, on a aussi un centre de ressources, donc tu me parlais des outils, des chiffres, tout ça, on a tout dans un site internet en open source, accessible gratuitement, vous pouvez aller le voir si vous le souhaitez, c'est le site L'écran d'après, avec tous les outils référencés, etc. Et ce qu'on fait, c'est que forcément, une fois qu'on l'a créé, on le diffuse, on va faire des ateliers de prise en main dans des écoles, auprès d'étudiants et auprès de professionnels. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est vraiment ce shift une fois qu'on a utilisé l'outil, en fait, il y a des questions qu'on s'était jamais posées. Par exemple, est-ce que là, mon personnage, par ses prises de parole, par ses dialogues dans l'histoire, il apporte quelque chose? Et en fait, il y a des professionnels qui se sont rendus compte qu'il y avait de la parité, mais qu'il n'y avait pas d'inclusion. Il y avait de la diversité, mais il n'y avait pas d'inclusion. C'est-à-dire que les personnages étaient créés, oui, mais ils n'apportaient rien à l'histoire, ou leur dialogue n'apportait rien. Donc, ça a été vraiment de prendre conscience de ces petites choses-là et de les faire évoluer. Et j'ai un autre exemple qui est un peu plus concret. On est allé intervenir à la FEMIS et on a un travail de 2 étudiantes qui, d'une part, ont revu donc, sous 2 angles différents leur projet. Elles avaient créé un personnage qu'elles avaient appelé François. Et donc, dans leur imaginaire, François était forcément un personnage blanc. Après avoir lu le guide, elles se sont dit, en fait, on peut faire un personnage non blanc, pourquoi pas? Et un deuxième élément qu'elles ont modifié, c'est qu'il y a une des questions qui justement questionne la représentation du handicap. Il y a deux sortes de voies possibles. C'est vrai qu'on peut créer un personnage en situation de handicap et concentrer son histoire autour de ça, mais on peut aussi ajouter cette caractéristique-là sans en faire un focus particulier. Et donc dans leur histoire, elles ont décidé, sans changer la trame de leur histoire, mais plutôt en allant même la nourrir, de rajouter un petit handicap, un petit appareil auditif. Et en fait, ça a même nourri l'histoire parce que dans leur court-métrage, le personnage coupait la radio parce qu'il entendait des mauvaises nouvelles. Et donc elles ont décidé de jouer un peu sur une dimension comique et elles lui font couper son appareil auditif. Voilà. Donc ça, c'est sur du court terme. Enfin, en tout cas, c'est en ce moment ce qu'on voit, la prise de conscience. Sur du long terme, évidemment, on a envie d'avoir des films qui portent sur les écrans des nouveaux récits qui nous aident, nous, à nous projeter du coup vers des nouveaux réels. Et sur du encore plus court terme, il y a un enjeu qu'on n'a pas vraiment
abordé, on va dire, jusqu'à présent. Là, on se dit, il faut tracer des horizons désirables, etc. Mais il y a aussi un enjeu de ringardiser les récits d'aujourd'hui, les récits tout pourris, comme tu les appelles, Antoine. Comment on fait pour se dire, demain, en fait, non, c'est pas forcément super cool d'aller gravir l'Everest, c'est pas forcément le meilleur truc au monde. Comment on fait pour ringardiser ça ? Sachez qu'il n'y a que 600 personnes par an qui gravissent l'Everest, je l'ai appris. On a l'impression qu'ils font la queue et donc qu'il y en a 600 par jour. Et en fait, il y a tellement peu de jours où on peut grimper qu'il n'y en a que 600. Alors, moi, je voudrais surtout pas passer pour le party crasher. Donc, je voudrais dire que j'aime les nouveaux récits, j'aime l'art et c'est super. Mais je voulais effectivement peut-être nous ramener à la réalité sur 2-3 trucs. Donc, j'ai trois trucs à vous partager, ça doit tenir normalement à peu près 3 minutes. Le premier truc, je le vole à Sophie Dubuisson-Kellier, qui est une super sociologue. Et elle dit, le problème des nouveaux récits, c'est qu'on a le sentiment que le problème actuel, c'est un récit, donc ce récit pourri, qu'on pourrait presque appeler le consumérisme. Et on se dit, je vais prendre le consumérisme et je vais le remplacer par un récit plus cool et un récit plus souhaitable. Le problème, c'est que ça entretient l'idée que le problème vient du récit. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait tous vachement envie de consommer, et les pauvres entreprises, face à cette demande irrépressible que nous avons de consommer, produiraient de quoi nous satisfaire. Le consumérisme, ce n'est pas un récit, c'est un système socio-économique, c'est un système socio-technique. Il ne va pas s'en aller tout seul. Il ne va pas s'en aller parce qu'une petite partie d'entre nous créons un autre imaginaire. C'est ça le drame. En fait, on s'en fiche que j'ai très pas envie de gravir l'Everest. Si on passe de 600 mecs qui le gravissent à 800 mecs qui le gravissent, on a un gros problème. Quand bien même j'étais convaincu que c'était vraiment très très grave de gravir l'Everest. Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire comment on va faire en sorte de... Il y a un enjeu d'invasion de ce récit-là pour le ringardiser, voire un petit peu plus que le ringardiser. Et ça, c'est le deuxième truc que je voudrais vous dire. On a quand même 2-3 exemples de trucs qu'on a réussi à sortir du récit. Par exemple, la clope. On en fume quand même beaucoup, beaucoup moins qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans. On ne l'a pas fait en créant un récit de coolness du non-clopeur. Ça l'a accompagné, j'entends, c'est très bien, hein. On a fait en sorte qu'il y ait un peu moins le cow-boy cool de la pub Marlboro. Mais enfin, c'est pas ça qu'on a fait, quoi. On a mis des taxes de malades, on a fait en sorte que ce soit l'enfer de fumer un peu partout, qu'il faille sortir des terrasses de café. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on a interdit, on a créé de la norme, on a créé de la loi. Donc évidemment que le récit joue autour de ça. Mais enfin, les gens trafiquent de l'élan de requin, je suis désolé, pas vraiment à cause des dents de la mer. Ils trafiquent de l'élan de requin parce que ça rapporte un fric de dingue. Et le jour où on va vouloir qu'ils arrêtent de trafiquer un élan de requin, eh ben on va passer les doigts pour essayer d'interdire les élans de requin. Et il y a d'autres sujets, évidemment, sur les cétacés d'actualité en ce moment. Donc je pense que ça, c'est des trucs importants. Il va y avoir un rôle. Et à nouveau, le récit peut rendre acceptable un certain nombre de politiques. Donc je ne veux surtout pas le dégager d'un revers de main, mais il va falloir se poser la question de la norme, de l'interdiction, de la taxe. Et le troisième truc que je trouve intéressant à raconter sur les nouveaux récits, et alors là, pardonnez-moi, je fais de la pop culture loin, puisque je vais parler de pub, c'est l'idée selon laquelle, qui arrangerait bien tout le monde, les acteurs en place pourraient être des acteurs de ce nouveau récit, parce que ça va éviter de démanteler un certain nombre de gros acteurs et de les amener à être plus vertueux. Et ça, il y a une pub que je trouve hyper emblématique il y a quelques années, qui était une pub d'un gros fabricant automobile français, un des deux gros, qui a raconté que donc c'est quelqu'un qui se lève le matin dans son pavillon et il prend son petit déj, il boit un café et il marche vers sa voiture. Et donc on imagine qu'il va prendre sa voiture. Et en fait, au dernier moment, dans son garage, on ne le voit pas bien, mais tac, il prend son vélo, il se barre et la voiture reste dans son parking et il s'en va. Et le constructeur automobile dit, c'est pas parce que notre voiture consomme moins de CO2 qu'il faut l'utiliser tous les jours. Sublime, joie, nouveau récit, optimisme d'un certain nombre de gens. Moi, le premier, sans doute, en voyant cette pub, putain, ça dit un truc. Mais vous voyez bien que ça dit un truc qui est une cristallisation de l'esprit du temps qui est presque un peu absurde, un peu contradictoire. C'est-à-dire, le publicitaire se rend compte qu'il faut avoir un discours sur la sobriété, arrive à le passer, on ne sait pas trop comment. La marque achète du temps d'espace disponible pour dire « achetez-moi ma voiture ». Mais pourquoi ça ne dure pas ? Ça ne dure pas parce qu'à un moment, vous ne pouvez pas continuellement payer du temps d'antenne pour dire aux gens « utilisez-moi ma voiture ». Parce que les gens vont rationnellement ne plus acheter de voiture. Enfin, vous voyez bien que ça va se passer comme ça. Et on en revient à mon premier point. Il y a des gens qui ont très intérêt à ce qu'on continue à acheter des voitures. Et pas seulement le gros méchant constructeur. C'est idiot de dire ça. Il y a tout un système qui en dépend, de vente de carburant, de routes, de mobilité, d'emploi en France. Donc je ne dis pas du tout que c'est un problème facile à régler. Mais croire que le nouveau récit peut être la force qui tracte ça, m'a peur
c'est que c'est un peu, voilà, c'est peut-être parfois un peu naïf, et on a un peu le sentiment de se dire, quand on l'aura trouvé ce nouveau récit, tout ira mieux, quoi. Un peu comme s'il attendait sous le sabot d'un cheval. C'est con que personne ne l'ait vu, ce nouveau récit. Ah bah voilà, nouveau récit. Donc voilà, c'est juste de dire que tout ça, ça va être une lutte polyfactorielle, que les métiers créatifs ont un rôle à jouer absolument majeur, que les activistes ont un rôle à jouer absolument majeur aussi, qu'il va falloir faire pression sur un certain nombre de législateurs, et que nous, consommateurs, on a un enjeu de comment on consomme aussi. Et au-delà du nouveau récit, ça veut dire littéralement retirer notre argent des établissements, des marques, de ce que vous voulez, qui imposent le récit opposé, parce qu'on doit organiser la décroissance et le recul de ces gens-là. C'est pas un jeu à somme nulle, il va falloir que ça s'enlève. Il ne va pas seulement s'agir de sentir que le récit alternatif gagne en poids. Voilà, c'était ça que je voulais essayer de dire. Percutant, efficace. Il y a un sociologue qui me fait penser à ce que tu viens de dire, c'est Ramzan Kechoyan, qui dézingue un peu aussi cette notion de citoyen qui vote avec son caddie. Et il dit, mais en fait, moi, je comprends pas pourquoi au supermarché, j'ai le choix entre le café équitable, super, et le café dégueulasse qui exploite tout le monde. Le café dégueulasse qui exploite tout le monde, il devrait juste pas exister, en fait. Et du coup, c'est vrai que ça remet un peu en question ce truc de genre, le libre arbitre, on devrait pouvoir choisir, etc. Bah, en fait, non, il y a juste des trucs qui devraient pas exister, quoi. Et puis il y a 45 marques de beurre dans un supermarché de proximité à Paris. Hein. Il y a aussi la question de comment tu peux transmettre une info compréhensible par un être humain, et donc les questions de l'éco-score et tout ça, mais il y a aussi une espèce d'obésité de choix, et on le fait sur la consommation, mais ça marche sur à peu près tout. Fanny, toi aussi, tu essayes de te battre contre le système économique, carrément. En fait, toi, tu as une approche assez particulière, parce qu'à la fois, il y a l'idée de proposer quand même un nouveau récit économique, mais aussi de s'emparer des codes du récit économique actuel pour mieux l'enverser. Bon, je tease un peu ce que tu vas nous dire, mais comment tu fais ça avec l'opération Milliard ? Alors, l'idée de l'opération Milliard, et on va parler récit, parce qu'on parle récit, donc il y a un moment, on a un groupe de travail sur le récit, mais l'idée de l'opération Milliard, c'est de dire, ouais, on cherche tous des nouveaux récits, des nouveaux modèles, mais en fait, il y a déjà des entreprises, des assos, des porteurs de projets, des personnes, des structures, des orgas qui font des choses qui correspondent à ce qu'on imagine être les nouveaux récits. En gros, il y a partout en France, et là on en a fédéré 200 et on espère qu'il y en a encore plein d'autres qui nous rejoignent, mais par exemple des lieux qui sont en train de recréer de la vie dans les villages, du lien social, et en fait ces lieux, genre ils existent. Il y a des assos qui font pareil, de la solidarité, il y a des assos qui font de l'aide au changement de comportement, il y a des entreprises qui travaillent différemment. Tout le monde dit, moi je rêve de travailler dans une entreprise où je suis respectée, où je fais on a une limite entre la vie pro, la vie perso, où on décide collectivement. En fait, il y a des boîtes qui fonctionnent déjà comme ça. Donc l'idée, c'est de dire, c'est comme si on était tous en train de chercher de nouveaux récits, alors qu'en fait, il y avait déjà des gens qui se posaient peut-être pas forcément la question du récit d'ailleurs, mais en fait font des trucs. Sauf que ces gens qui font des trucs, on imagine à l'opération Milliard, on pense, parce qu'on est tous et toutes des porteurs de projets qui faisons ces trucs, que c'est ça l'avenir et c'est ça la société telle qu'elle doit être. Sauf que le monde économique actuel, et notamment l'argent du monde économique actuel, il va pas du tout vers nous. Il va vers des projets qui sont ceux qui financent les récits pourris. On donne moi, j'aime bien donner un exemple d'un exemple à Vivatech d'une personne qui avait créé une start-up pour faire des rouges à lèvres connectés. Et elle avait déjà levé énormément d'argent pour faire ces rouges à lèvres connectés. Et moi, je me dis, mais en fait, c'est facile de lever de l'argent aujourd'hui quand on a certains codes. C'est de la tech, c'est de l'innovation, c'est un truc que personne n'a fait, bam, il y a de l'argent qui arrive. Et je vais avoir tel niveau de rendement, je vais réussir à les vendre, c'est ça mon business plan, et bam, il y a de l'argent qui arrive. Par contre, quand on dit, nous on aide les gens, et on travaille à la transition, et on fait que dans nos boîtes, on verse pas de dividendes, mais on reverse de l'argent correctement aux personnes qui travaillent, par exemple dans nos coopératives, en fait l'argent il vient pas chez nous. Donc ça, c'est un peu le constat qu'on fait. Et l'idée, parce qu'on est souvent des porteurs de projets, on est des faiseurs au sein de l'opération Milliard, c'est de dire en fait on va aller chercher de l'argent. Ça a deux conséquences pour nous. Un, c'est de se dire on va reparler d'argent, et dans nos structures, parler d'argent, c'est pas quelque chose qui est habituel.
voire c'est un peu sale. Donc c'est à nous-mêmes parfois même de faire notre nouveau récit autour de l'argent et de se dire, en fait, cet argent, on en a besoin, cet argent, il existe, donc il faut aller le chercher. Et puis la deuxième chose, c'est de se dire, c'est quoi les thèses d'investissement, c'est quoi les thèses de subvention qui font qu'on respecte tout ce qu'on est en train de se dire. Donc la gouvernance partagée, le fonctionnement démocratique, le non-enrichissement personnel, mais plutôt la juste rémunération de ceux qui travaillent et qui produisent, de participer à la transition écologique, de faire de la justice sociale. Bref, tous ces critères-là, si on a réussi à choper des milliards, comment on les redistribue pour que ce soit juste. Et donc c'est ça l'objectif de l'opération milliard, c'est de se dire, on va aller chercher nous-mêmes cet argent, 1 milliard d'abord, c'est pour ça qu'on s'appelle opération milliard, puis 2, puis 3, puis 4, puis le but c'est de choper tous les milliards et qu'ils arrivent dans notre économie qui sera majoritaire. À quoi ça ressemblerait le monde si on vous donnait ce milliard-là? Qu'est-ce que vous en feriez? On en ferait plein de trucs. Parce qu'en fait, l'opération milliard, parfois il y a un des membres de l'opération milliard qui dit aujourd'hui il y a plusieurs millions de structures de l'économie sociale et solidaire, des associations, etc. En France, et qu'en gros, si on va choper qu'1 milliard, ça fait 1000 balles par structure, on va pas aller très loin. Donc déjà, il va falloir en choper un peu plus qu'1 milliard. Et à quoi ça ressemble? C'est super intéressant parce que cet été, on a fait tout un tas d'auditions auprès de personnes qui portent des projets. On leur dit, imaginez le monde à 2030, à 2050, à quoi ça ressemble? Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un monde déjà plus juste. C'est un monde où les solutions de mobilité, de consommation différentes, etc., elles existent, elles se sont développées et elles sont à disposition de tout le monde. C'est un monde où on est content d'aller taffer parce que les structures dans lesquelles on travaille, elles nous rémunèrent correctement. C'est quand même pas beaucoup le cas aujourd'hui encore quand on est dans l'associatif ou dans l'ESS. Donc on est rémunéré correctement. On travaille avec des horaires cool. On participe à l'organisation de nos boîtes. Donc en fait, c'est presque, j'ai envie de dire, quand on regarde les demandes aujourd'hui ou les enjeux aujourd'hui, c'est un monde ou une société économique et associative qui ressemble à ça et qui correspond à ça. Et au-delà de travailler sur le récit, et il y en a d'autres qui font ça super bien, on travaille sur le faire et de permettre à ces structures de faire et de faire plus et de faire mieux que ce qu'elles font déjà aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, elles ont plutôt l'habitude de faire avec des bouts de ficelle et elles le disent, en fait, on bricole. Et souvent aussi, il y a le fait de dire, on travaille pour la bonne cause, donc c'est pas grave si on bricole. L'idée, c'est de dire, on valoriser et de se dire, on fait avec 3 bouts de ficelle, mais on y arrive bien. Enfin, il y a un truc un peu comme ça de récit, de se dire finalement, de se gargariser, de faire avec peu, alors que justement, toi, ce que tu essayes de faire, c'est aussi presque d'adopter les codes de la Startup Nation pour l'insuffler dans le monde coopératif. Il y a tout un truc sur les licornes, par exemple, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, licorne avec 2 O, qui est justement l'idée, c'est de se réapproprier le terme de licorne qui vient de la Startup Nation pour l'insuffler dans le monde coopérativiste, et je trouve ça intéressant justement comme prise de judo. Ouais, en fait, l'idée, c'est aussi de se dire l'argent, il existe et les investisseurs, ils existent. Et il y a un moment, s'ils veulent flécher ça chez nous, il faut aussi qu'un tout petit peu, on parle leur langue. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il va quand même falloir qu'on discute. Donc c'est aussi de faire se parler un monde capitaliste, d'investisseurs, d'un monde de marché, avec un monde de l'ESS et des assos. Et il y a un moment, si on discute, il va falloir qu'on parle en effet la même langue ou qu'on ait un petit peu les mêmes codes. Et aussi pour les amener vers chez nous. Donc il y a ça, peut-être la différence avec la Startup Nation et qui est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans notre récit, justement, c'est de pas... au départ, on parlait beaucoup du fait de financer l'innovation sociale. Et en fait, on finance pas de l'innovation. On veut pas financer de l'innovation. C'est là où on n'est peut-être pas des Startup Nation. C'est que, en fait, on veut financer des choses qui fonctionnent déjà ou qui existent déjà, et pas forcément la course au nouveau, à l'innovation, à mettre sur le marché des nouvelles marques ou des choses comme ça, mais plutôt de dire, en fait, ces structures, ces porteurs de projets, ils font des choses, il faut qu'ils puissent grandir et il faut qu'ils puissent devenir majoritaires. Oui, il y a tout un travail aussi à expliquer que innovation, ça ne veut pas forcément dire drone. Et c'est vrai que ça, c'est pas forcément évident. Et je rappelle, à ce titre, ton rouge à lèvres connecté me fait penser que une des plus grosses startups françaises aujourd'hui, une des startups qui est la plus valorisée, c'est des cartes Panini sous forme de NFT. Financées en partie avec de l'argent public. Du coup, on arrive un petit peu à la fin là, de cette table ronde et je voulais juste vous faire réagir très rapidement sur une citation que je trouve super intéressante de Ferris Barka de Banlieue Climat, qui justement sur cette question des imaginaires et des nouveaux récits
On lui avait demandé mais comment on peut rendre l'écologie désirable et tout. Et lui, il avait dit mais en fait, on parle de rendre l'écologie désirable, mais on n'est pas à la Fashion Week. On parle de la dignité des gens. Donc il avait mis un peu un coup de froid quand même autour du plateau, et je voulais vous faire réagir à cette question parce que moi j'ai pas forcément la réponse à ce qu'il dit. Antoine peut-être, parce que je sais que tu aimes aussi. Ferris, il le fait avec un angle qui est effectivement d'impliquer en l'occurrence les gens des quartiers dans ces sujets de transition. Je pense qu'il a raison fondamentalement avec cette phrase. Ça pose une autre question des nouveaux récits, parce qu'il y a la dignité des gens d'aujourd'hui, il y a la dignité des gens dans un monde qui se dérègle. Et ça pose la question de ce fameux futur souhaitable de 2050 où on se projette. Il faut aussi être rationnel sur la composante climat dans la manière de le raconter. C'est-à-dire que c'est pas juste un monde avec plein d'éoliennes et des panneaux solaires partout. C'est aussi un monde où de toute façon on va avoir un peu plus de catastrophes naturelles. Il va falloir s'y préparer, et ça pose la question de l'adaptation qui est finalement assez absente. On parle beaucoup de transition au sens de réduire nos émissions. Malheureusement, il y a des facteurs de dégradation d'un certain nombre d'écosystèmes qu'il faut prendre en compte et qu'on doit intégrer là-dedans, et sauvegarder la dignité des gens là-dedans. Bien sûr que c'est un gros enjeu. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir à cette question de dignité? Ou pas forcément? Enfin, c'est du travail que fait tout Banlieue Climat d'ailleurs sur se réapproprier aussi un récit assez énorme sur le changement climatique. Est-ce que ça veut dire dans les quartiers populaires? Parce que c'était, pour bien connaître Sana aussi, qui est une des cofondatrices avec Ferris, ils se sentaient exclus de ce récit-là, en fait. Et il y a un moment, à nouveau, ils se sont dit, en fait, c'est en train de nous toucher. C'est en train de nous toucher, nous, d'abord, parce qu'aujourd'hui, les conséquences du changement climatique touchent les personnes, soit les plus défavorisées, soit, par exemple, si vous êtes à Paris, celles qui habitent aux portes de Paris, dans les immeubles HLM, etc. Et de nous dire, mais en fait, aujourd'hui, les nouveaux récits, c'est la ruralité, les bobos qui vont manger dans les magasins bio, etc. Et on s'en sent exclu. Donc ce qui est intéressant aussi quand on parle peut-être des nouveaux récits ou de ce qu'il y a à faire, c'est que, et tu parlais d'inclusion tout à l'heure, c'est de dire en fait, il faut que ça inclue. Et il faut que chacun se sente représenté, et notamment les premiers concernés. Et sur les sujets de dignité, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure aujourd'hui avec le monde associatif ou le monde de l'ESS qui se bat pour essayer de montrer que des modèles économiques peuvent être différents et peuvent contribuer à la transition écologique juste, et qui galèrent en fait, qui ne sont pas dignes. Enfin, aujourd'hui, dans le monde associatif, il y a des gens qui ne vivent pas dignement alors qu'ils ont un travail. Enfin, ils font un travail énorme, notamment quand on parle de solidarité ou de social. Ils font tenir la France. Aujourd'hui, les bénévoles et le monde associatif font tenir la France sur des tas de sujets où on n'a plus de service public. Ou dans le monde rural, ou dans les quartiers populaires. Les assos, elles font un taf énorme pour faire tenir les choses. Et aujourd'hui, c'est des gens qui gagnent le SMIC, se logent pas bien, travaillent pas bien ou travaillent pas dans des bonnes conditions. Et c'est ça aussi la dignité. Et donc... c'est pour ça aussi de dire ouais, l'argent c'est, quand on est un peu j'allais dire de gauche, l'argent c'est sale, mais en fait l'argent on en a besoin, et en plus l'argent il y en a. Donc c'est aussi retrouver une forme de dignité économique pour pouvoir vivre dans 2030 ou 2050 quoi. S'il y a des milliardaires dans la salle, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il nous reste quelques minutes, je vais ouvrir la parole au public justement, savoir si vous avez des questions à poser à ces formidables personnes autour de vous. C'est le moment. Il y en a qui veulent réagir. Ou des plaintes, ou des contestations, ou des critiques, ou des tomates. Travailler aussi dans vos perspectives. Parce que le problème, c'est que... Prenez le micro. Ah, je parle pas assez fort. Et voilà, donc c'est juste la question de la colère légitime. Voilà, une colère légitime qu'il va falloir réactualiser pour notamment, alors je vais mettre un terme qui va faire chez tout le monde, mais j'aime bien le mettre, Spinoza, des forces suffisamment collectives pour imposer, et c'est ça qu'on disait, à ceux qui ne veulent pas. Donc la colère et la révolution, ce sont deux termes qu'il va falloir retravailler bien proprement, de mon point de vue. Et donc je vous demande ce que vous en pensez.
Je peux y aller en deux mots, ce que j'en pense, je pense que tout le monde s'en fout. En revanche, il y a sur la question des récits et du rôle de l'art là-dedans, il y a deux bouquins qui ont fait un peu date, qui est sorti il y a quelques années maintenant, mais en français l'année dernière, qui s'appelait Le Ministère du Futur, dont on a beaucoup parlé comme racontant ce récit. Et il y en a un nouveau qui vient de sortir qui s'appelle Le Déluge. Alors ça a le bon goût de faire 1000 pages, mais c'est en français directement, donc c'est déjà traduit, quoi. Donc c'est plus facile à lire. Et dans les deux cas, le rôle du terrorisme environnemental est assez présent. C'est-à-dire que c'est des espèces de fresques qui vous racontent le monde qui fait sa transition. On voit bien que quand on y réfléchit, ceux qui vont à un moment imposer quelque chose, ça pose cette question-là. Donc j'ai pas d'avis. J'aurais plutôt tendance à croire qu'un monde qui fait sa transition sans ça, c'est mieux. Mais force est de constater qu'à mesure que ça ne transitionne pas, le risque que ça émerge, notamment sur des populations qui à un moment vont s'en sentir moins dignes, soit dans des pays développés, soit dans des pays en développement qui décideraient d'en sortir, va évidemment poser cette question-là. Moi, j'ai un autre exemple pour compléter ça. C'est un article qui est paru il n'y a pas très longtemps dans Wired. Wired, c'est vraiment un média américain hyper technophile qui est à fond pour la technologie, l'IA, depuis très très longtemps. Et en fait, ils ont fait là un portrait des soulèvements de la Terre cet été avec Léna Lazare en disant c'est fou ce qui se passe en France, les révoltes contre les méga-bassines, etc. Et en fait, ils ont été rencontrer les soulèvements de la Terre et ils se sont rendus compte avec leur regard américain technophile qu'en fait, c'était là que ça se passait et que c'était ça qu'il fallait faire. Et venant de ce média-là, moi, ça m'avait particulièrement choquée. Et je m'étais dit, disons, c'est fou, même si les Américains technophiles se disent que les soulèvements de la Terre, c'est le chemin à suivre, c'est assez beau, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Juste, pas en tant qu'opération milliard, mais en tant que Fanny Bénard. Parce que je ne sais pas si ça fait partie de notre récit, la colère ou la révolution, donc je ne vais pas prendre la parole pour le collectif, mais oui, et la frustration et la colère, elle est là, et je rejoins tout à fait ce que disait Antoine. Et en même temps, je pense que de la violence naît le terreau de la contre-révolution. Et donc, à quel point, quand on parle de nouveaux récits et de nouveaux modèles, réutiliser les codes du modèle actuel qui sont un modèle de domination, globalement, l'homme qui domine la nature, les riches qui dominent les pauvres, alors pas les hommes contre les femmes, donc le patriarcat contre... pour pas choquer personne. En fait, notre monde économique, social, est un monde de domination. Et je ne pense pas que le monde qui doit advenir doit être un monde de domination. Et donc, j'entends la colère, j'entends la frustration et je la ressens. Mais moi, j'essaye, à titre plutôt perso, de me dire comment on en sort pour pas qu'il y ait des vaincus et des vainqueurs dans le monde d'après, parce que pour moi, c'est le terreau du truc qui va repartir dans l'autre sens. Donc, quand on parle de nouveaux récits, est-ce que c'est possible aussi de sortir des systèmes de domination d'un nouveau récit ? Et franchement, c'est pas facile. Et j'ai une copine qui fait des ateliers d'écriture dans des écoles d'ingé où il y a que des mecs. Et avant de les faire écrire sur c'est quoi le monde en 2050, elle les fait travailler sur leur système de valeurs. Parce qu'en fait, le monde en 2050, s'il y a des dominants et des dominés, pour moi, c'est pas celui dans lequel j'ai envie de vivre. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter une autre chose, réagir ? Ouais. Juste en quelques mots, j'ai l'impression que on oppose souvent les idéaux et les imaginaires à l'action potentiellement coercitive, notamment pour prendre la remarque d'Antoine tout à l'heure sur c'est sympa les imaginaires, mais il faut énormément de lois, de taxes comme pour la clope, et c'est ça ce qui va vraiment faire changer les choses. Mais si on se projette dans un pays en démocratie et qu'on croit à la démocratie comme un outil pour changer avec la volonté des gens, la volonté du peuple, les imaginaires, du coup, finalement, peuvent être, je pense, un intermédiaire. Enfin, plutôt la démocratie peut permettre aux imaginaires de finir par se retrouver dans les lois et dans la coercition. Donc il me semble que c'est pas incompatible de vouloir changer les choses par les imaginaires et en même temps de vouloir des actions extrêmement contraignantes contre les vilains pollueurs et les gros destructeurs de planète. Est-ce que vous l'aurez réagir ? Je réagis en 3 secondes parce que c'est sur moi. T'as raison, et je pense que c'est nécessaire et tout ça va être une équation. Donc c'était surtout pas une manière de dire jetons ça à la poubelle et ne lobbyons que pour de la taxe, parce que tu rempliras pas la place de la République juste avec une taxe de plus.
Simplement, je trouve que dans ce débat sur les nouveaux récits, ce sujet-là est un petit peu absent et qu'on le pense de manière souvent un petit peu dépolitisée, au sens politique de vraiment la décision commune. Et je pense que c'est intéressant d'en remettre là-dedans à ce titre-là. Et l'autre truc à dire quand même, c'est qu'on a un petit sujet de timing. C'est-à-dire que non, mais on a un petit sujet de timing qui est non linéaire, les amis. Si on était juste sur la dégradation lente de nos écosystèmes et que 1 an de retard voulait dire 1% de plus de dégâts, quand bien même ça serait des dégâts les pires, avec des pertes de vie humaine, tant qu'on est linéaire, on peut débattre. À un moment, t'arbitres. C'est-à-dire, on traîne un peu plus, il y a un petit peu plus de morts. Bah, si c'est un petit peu plus de morts par rapport à un niveau de base, peut-être que ça ne fait pas basculer la société. Peut-être qu'on peut le souhaiter, mais peut-être que non. En revanche, si on s'est mis d'accord sur le fait que 2 degrés, ça commençait franchement à craindre et que ça serait bien d'être un peu en dessous, c'est parce qu'il y a des effets non linéaires. Et les effets non linéaires, donc ces fameux points de bascule où on ne sait pas exactement où on s'est situé, on ne sait pas exactement comment ça va basculer, là, ils commencent à porter un poids moral et un poids de réorganisation de la société qui sont significatifs. Et à ce titre-là, on est bien obligé d'arbitrer dans nos différents leviers entre les plus ou moins coercitifs et les plus ou moins acceptables, dans ceux qui sont capables de faire leurs preuves en 10, 20, 30 ans, parce qu'on parle de ça. On aimerait bien que 2030, pour tenir l'objectif 1.5, on voit qu'on n'est quand même pas parti pour. Et l'objectif d'après, c'est 2031, c'est 2032. Donc voilà, il y a un sujet de timing qui est spécifique aux forces telluriques dont on parle et qui est moins vrai sur, par exemple, des enjeux sociaux. Tu vois, si tu réussis pas une parité parfaite en 2038, mais que tu l'as réussi en 2039, tu peux te dire que c'est déjà bien, quoi. Voilà. Là, on joue avec un système qui est sensible, quoi. C'est ça que je veux dire. On n'a pas beaucoup plus de temps, je suis désolée, mais merci à tous, merci à toutes. Ah, tu voulais dire un petit truc en plus, Sarah, vas-y. Oui, moi je pense en fait, juste pour conclure quelque part, c'est que finalement les nouveaux récits ne sont pas effectivement la solution miracle, mais en tout cas ce qu'il faut aujourd'hui, à mon avis, c'est savoir recréer du lien. Et le nouveau récit, je pense, peut réussir à créer ce lien, l'art en tout cas, et à rassembler. Et aujourd'hui, on parlait de violence, on est aussi dans un monde qui s'oppose en permanence, on est tous en opposition, toujours, surtout. Et aujourd'hui, je pense que justement, dans ce souci de timing et de temps qui presse, c'est le fait d'être ensemble. Et si rassembler les gens, ça passe effectivement par des imaginaires, par l'art, par la création, c'est super. Et en parallèle de ça, c'est sûr qu'il faut aussi faire front tous ensemble pour essayer de faire changer les choses au niveau de la consommation, au niveau des lois, à tous ces niveaux-là. Donc en fait, c'est un sujet qui est extrêmement complexe et vaste. Mais finalement... tout ça, moi, tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est comment aussi est-ce qu'on arrive à faire front tous ensemble et à créer ce lien et à créer ces histoires qui vont donner aussi envie de se mobiliser ou en tout cas de faire prendre conscience des choses. Et on se rend bien compte, je pense aussi, de l'importance des nouveaux récits quand on parle tout à l'heure des soulèvements de la terre, etc. On voit comment finalement les politiques aussi se servent des nouveaux récits en qualifiant ces personnes d'éco-terroristes, en faisant peur, etc. Donc finalement le récit est quand même central quelque part dans l'humanité et dans la culture et dans l'histoire en général. Et donc c'est très intéressant aujourd'hui de parler de toutes ces façons de faire et comment on peut faire. Mais quelque part derrière, ce qui fonctionnera, c'est le fait de se lier les uns les autres et de faire front tous ensemble sur tout un tas de sujets. Voilà. Enfin, c'était juste une petite pensée comme ça. Merci Sarah pour ce petit souffle d'espoir final. Merci à tous et à toutes. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les œuvres de Sarah et de tous les autres artistes qui sont juste en bas, là, dans la salle d'exposition. Il y a aussi une autre table ronde qui suit sur la musique que je vous invite à voir et à écouter aussi. Et puis, il va y avoir plein de performances dans l'après-midi. Il va se passer plein de trucs, donc restez dans les parages. Ça va être chouette. Voilà. Merci beaucoup.